Bienvenue à cette exploration d'un territoire intime et souvent méconnu, notre intestin. Tout à fait. Loin d'être une simple tuyauterie, on va voir qu'il s'agit d'un centre de contrôle majeur pour notre santé globale. Ça va de notre humeur à notre immunité en fait. Exactement. Et pour nous guider, on a ce livre Phénomène, Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Ah oui, je l'ai lu, il est génial. Oui. À l'époque, c'était une jeune doctorante en médecine et elle a su, avec beaucoup d'humour et de clarté, réhabiliter cet organe un peu mal aimé. C'est vrai qu'il n'a pas bonne presse. Non. Et elle mélange la science pointue, et des anecdotes. Ça le rend vraiment accessible. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire un peu les pépites de savoir de ce livre. C'est ça. Comprendre ces liens assez surprenants entre l'intestin, le poids, la dépression, même la peau, les systèmes immunitaires, et voir comment on peut utiliser tout ça. Enders, elle démystifie vraiment un sujet qui peut paraître complexe. D'ailleurs, sa fascination pour l'intestin, ça vient d'une histoire personnelle. Ah bon? Oui, à 17 ans, elle a eu des problèmes de peau inexpliqués. Et c'est ça qui l'a poussée à s'intéresser à son propre intestin. Et en prenant soin, ses soucis de peau ont disparu. Incroyable. C'est ça qui a tout déclenché pour elle. C'est un bon exemple justement de notre méconnaissance de cet univers intérieur. Enders utilise une image que j'aime bien, celle de l'arbre. Ah oui? On voit le tronc, les feuilles, mais on oublie un peu les racines, ce qui se passe sous terre. C'est pareil pour notre corps. L'intestin, c'est bien plus qu'un simple tube digestif, quoi. Oh, mais complètement. Ses capacités sont bluffantes, franchement. Il abrite les 2 tiers de notre système immunitaire. Les 2 tiers? Oui. Il fabrique plus de 20 hormones spécifiques, il tire de l'énergie de tout ce qu'on mange, même des trucs compliqués. C'est un domaine de recherche qui est comparé par certains experts comme Rob Knight à la recherche sur les cellules souches, tellement c'est prometteur. Et pourtant, on en parle peu. Oui, et c'est ça qui est dommage. Ces informations, elles sont cruciales, mais elles restent assez peu diffusées au grand public. Alors, commençons ce voyage au centre de nous-mêmes. Par la bouche? C'est la première étape? Exactement. Et déjà là, la bouche, c'est bien plus qu'une simple porte d'entrée. Ah oui. Rien que la salive. On en produit presque 1 litre par jour. 1 litre? Oui. Et c'est, en gros, du sang filtré. C'est plein d'anticorps, de calcium pour l'émail des dents, et de mucine. Les mucines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines qui agissent un peu comme une toile d'araignée pour piéger les bactéries. Et la salive contient même un antidouleur naturel super puissant, l'opiorphine. Ah oui, jamais entendu parler. Découvert assez récemment, en 2006. Et il serait potentiellement antidépresseur aussi. Ce qui pourrait expliquer peut-être pourquoi on a tendance à manger quand on est contrarié pour se calmer. Ah, c'est intéressant ça. Ce qui justifie aussi le brossage des dents le soir pour limiter les bactéries qui prolifèrent la nuit. Tout à fait. Et celui du matin pour nettoyer un peu les restes de tout ça. Voilà. Et un peu plus bas, il y a les amygdales. On les voit souvent comme une source de problèmes. Qu'en dit Enders? Alors, elle les voit plutôt comme des postes avancés du système immunitaire. Des sortes de casernes un peu curieuses qui apprennent à reconnaître les dangers extérieurs. D'accord. Bon, c'est vrai, leurs replis qu'on appelle les cryptes peuvent parfois poser problème. Ça peut causer des inflammations ou ce fameux caséum, ces petites boules blanches malodorantes. Oui, je vois. Et il y a même des cas documentés où l'ablation des amygdales a amélioré des problèmes de psoriasis ou de rhumatisme. Ah, quand même. Mais leur rôle de base, c'est vraiment d'être des sentinelles pour notre immunité. D'accord. Alors, on continue le chemin. Après la bouche, l'œsophage nous amène à l'estomac. Comment ça se passe, ce trajet? Alors l'œsophage, il n'est pas juste un tube passif, hein. Ses muscles sont en spirale et ils propulsent activement la nourriture vers le bas. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme, une sorte de vague coordonnée, une ola en quelque sorte. Une ola, j'aime bien l'image. Voilà. D'ailleurs, se tenir droit, ça aide à éviter les reflux gastriques. Ensuite, on arrive à l'estomac, et lui, il est situé plus haut qu'on ne le pense souvent. Ah oui. Oui. Et c'est un malaxeur hyper puissant. Son truc à lui, c'est la rétropulsion. La rétropulsion. En gros, il projette la nourriture contre sa sortie, qui est fermée par le pylore, pour la broyer encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit assez fine. Le pylore, c'est le videur de la boîte, en quelque sorte. C'est exactement ça, le gardien des portes. Il ne laisse passer dans l'intestin grêle que des particules qui sont suffisamment petites. Et ça prend du temps, j'imagine? Ah oui.
Ça dépend de ce qu'on mange. Quelques heures pour les sucres rapides, mais ça peut aller jusqu'à 6 heures pour les graisses et les protéines. 6 heures, d'accord. Et après l'estomac, on arrive dans l'intestin grêle. Lui, c'est le grand champion de l'absorption, c'est ça? Oui, absolument. Il fait entre 3 et 6 mètres de long, 3 à 6 mètres. mais sa surface interne, elle est gigantesque. Grâce à tous ses plis, ses villosités et même des micro-villosités. Si on dépliait tout ça, ça ferait des kilomètres. C'est fou. C'est là que l'essentiel des nutriments passe dans le sang. Mais il n'y a pas que ça qui se passe dans l'intestin grêle. Il y a aussi quelque chose d'important, Mhm. le complexe moteur migrant, le CMM. Le CMM. Ces gargouillements qu'on entend parfois, c'est ça? J'ai toujours cru que c'était la faim. Eh bien non, c'est pas vraiment la faim. En fait, c'est la fédulogie de l'intestin grêle. La fée du logis, et expliquez-moi. Environ 1 heure après la fin de la digestion, quand l'intestin grêle est à peu près vide, il y a une vague de nettoyage très puissante qui se déclenche. Elle balaie tous les restes, les bactéries égarées, vers le gros intestin. Et c'est cette vague qui fait du bruit, qui gargouille. Ah, d'accord, donc c'est un nettoyage. Exactement. Et la leçon importante ici, c'est que notre intestin a besoin de pauses entre les repas pour pouvoir faire ce ménage. Enders suggère environ 5 heures de pause. Si on grignote tout le temps, ce nettoyage ne peut pas se faire correctement. Très intéressant, 5 heures donc, et après ce grand nettoyage, les restes arrivent dans le gros intestin. Son rôle est différent, j'imagine. Oui, tout à fait. Le gros intestin, c'est un peu le royaume des bactéries. Son job principal, ce n'est plus vraiment d'absorber les nutriments, mais surtout de réabsorber massivement l'eau. Ah oui, combien? Environ 1 litre par jour est récupéré. Et aussi les sels minéraux. C'est aussi là que nos bonnes bactéries résidentes vont produire certaines vitamines qui sont vitales pour nous, comme la vitamine K ou certaines vitamines du groupe B. Le rythme là est beaucoup plus lent que dans le grêle. Bien. Alors, parlons maintenant de la sortie. Sujet un peu tabou, mais essentiel. L'art d'aller à la selle. Anders décrit un duo de contrôleurs assez malins. Oui, c'est fascinant. On a deux sphincters. Le sphincter interne, qui est inconscient, lui, son seul but, c'est notre bien-être intérieur. Dès qu'il faut évacuer, il envoie le signal. Impatient, le gars. Voilà. Et puis il y a le sphincter externe, qui lui est conscient. C'est lui qui évalue le contexte social. Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est le bon moment? D'accord, le diplomate. C'est ça. Et l'harmonie entre les deux est absolument cruciale. Si on ignore trop souvent les signaux du premier, du sphincter interne, eh bien, il peut finir par se démotiver, en quelque sorte. Et ça peut mener à la constipation. Et on peut faire quelque chose, si ça arrive, si le premier est démotivé? Oui, il existe des thérapies, comme le biofeedback. Ça peut aider à réapprendre cette coordination entre les deux. C'est un peu comme un jeu vidéo pour rééduquer ses sphincters. D'accord. Mais Enders insiste surtout sur un autre point, qui est peut-être plus simple à mettre en œuvre. La position aux toilettes. Ah oui, la fameuse étude sur la position accroupie versus assise. Exactement celle-là. L'étude de ce médecin israélien, Dov Sikirov, elle a montré que, en position accroupie, l'évacuation est beaucoup plus rapide, environ 50 secondes en moyenne, 50 secondes. et elle est ressentie comme plus complète. Alors qu'en position assise classique, sur nos toilettes modernes, c'est plutôt autour de 130 secondes. Plus de 2 minutes. Et la raison, c'est juste mécanique? Oui, c'est purement mécanique. Quand on est assis ou debout, il y a un muscle spécifique, le muscle puborectal, qui forme une sorte de coude, un angle dans la dernière partie de l'intestin. C'est un mécanisme naturel qui aide à la continence. Comme un frein? Exactement. Et quand on s'accroupit, ce muscle se relâche complètement, l'angle disparaît, et la voie elle est libre, c'est beaucoup plus facile. Et cette position assise prolongée, avec la poussée que ça implique, ça pourrait avoir des conséquences. Oui, on suspecte fortement que ça favorise les hémorroïdes et aussi les diverticulites à cause de la pression excessive exercée. On rappelle qu'environ 1,2 milliard de personnes dans le monde s'accroupissent encore pour aller à la selle, et ces problèmes y sont beaucoup moins fréquents. Et la solution pratique pour nous avec nos toilettes, on ne va pas tout casser, hein? Non, la solution est toute simple en fait. Un petit tabouret, juste un petit marchepied pour rehausser les pieds quand on est assis sur les toilettes. Ah oui. Oui, ça permet de recréer cet angle bénéfique de la position accroupie sans avoir à changer toute ton installation. C'est tout bête, mais ça peut être vraiment très efficace. C'est bon à savoir. Passons maintenant à cet univers fascinant qui nous habite, le microbiote. On dit plus flore intestinale alors. Le terme flore intestinale, c'est un peu historique. Aujourd'hui, on préfère microbiote. C'est plus précis scientifiquement. Ça englobe vraiment tous les micro-organismes, pas seulement les bactéries, mais aussi les virus, les levures, les archées, qui vivent en symbiose avec nous.
Et ils sont surtout dans l'intestin. Oui, à 99%. C'est un écosystème d'une diversité absolument incroyable. On parle de plus de 1000 espèces de bactéries différentes, rien que ça. C'est difficile à étudier d'ailleurs parce que beaucoup ne survivent pas en dehors de l'intestin. Et comment cet écosystème complexe se met-il en place chez nous? Alors ça, c'est un processus vraiment clé qui démarre dès la naissance. Ah oui, Oui, l'accouchement par voie basse, par exemple, permet au bébé d'être ensemencé par les bactéries vaginales et fécales de sa mère. L'allaitement maternel joue aussi un rôle crucial. comment ça? Le lait maternel est riche en sucres spéciaux, les oligosaccharides, qui sont en fait des prébiotiques. Ils nourrissent spécifiquement les bonnes bactéries, comme les bifidobactéries. Il contient aussi directement des bactéries bénéfiques. Et ça a un impact à long terme? On pense que oui. Un bon départ, avec une colonisation par les bonnes bactéries, semble essentiel pour éduquer le système immunitaire du bébé, pour régler son métabolisme. Des perturbations précoces, par exemple avec une césarienne ou des antibiotiques très tôt, pourraient être liées à un risque accru de surpoids ou d'allergie plus tard dans la vie. Et quand est-ce que ce microbiote devient adulte? On considère qu'il atteint sa composition et sa diversité d'adulte vers l'âge de 3 ans environ. D'accord. Et quelles sont les grandes fonctions de ce microbiote? On entend souvent dire qu'il est vital pour nous. Il naît, absolument. Ses rôles sont vraiment multiples et fondamentaux. D'abord, il nous aide à digérer certains composants alimentaires, notamment les fibres complexes, que nos propres enzymes ne savent pas décomposer. Donc, il complète notre digestion. Exactement. Ensuite, il produit des substances essentielles pour nous, comme certaines vitamines, la vitamine K, des vitamines B. Il joue aussi un rôle majeur dans l'entraînement et la maturation de notre système immunitaire. Comment ça? En étant constamment en contact avec les cellules immunitaires présentes dans l'intestin, qui sont très nombreuses, on l'a dit, il leur apprend à distinguer ce qui fait partie de nous, le soi, de ce qui est étranger, le nous-soi, et à faire la différence entre un microbe ami et un ami dangereux. C'est crucial pour éviter les allergies ou les maladies auto-immunes. Et il nous protège aussi? Oui, c'est un autre rôle essentiel. Par sa simple présence, il occupe l'espace et consomme les ressources, ce qui empêche les bactéries pathogènes de s'installer facilement. C'est l'effet barrière. En plus, il produit des substances qui peuvent directement tuer ou inhiber les mauvais microbes. C'est vraiment un organe fonctionnel à part entière. Un organe caché en quelque sorte. Ce qui nous amène à cette idée de deuxième cerveau dans notre ventre. Les expressions populaires comme avoir l'estomac noué ou digérer une information, ça vient de là. C'est plus que de la sagesse populaire, oui. Il y a une base physiologique très réelle. Notre intestin possède son propre système nerveux, le système nerveux entérique, qui est incroyablement complexe, avec autant de neurones que dans la moelle épinière. Ah oui, quand même. Et il y a une communication constante et bidirectionnelle entre ce cerveau entérique et notre cerveau principal, notamment via le nerf vague. Le nerf vague. Oui, c'est une sorte d'autoroute de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que 80 à 90% des informations qui circulent sur ce nerf vont de l'intestin vers le cerveau, pas l'inverse. Ah bon? C'est l'intestin qui parle à la tête, principalement? En grande partie, oui. Il envoie constamment des informations sur ce qui se passe en bas, l'état de la digestion, la présence de nutriments, de toxines, l'inflammation. Et ces informations arrivent directement dans des zones cérébrales qui gèrent nos émotions, notre mémoire, notre perception de nous-mêmes, la peur, la motivation. C'est incroyable. Il y a des exemples concrets de ça? Oui, il y a des études fascinantes. Une étude sur des souris, par exemple, a montré qu'en leur donnant une bactérie probiotique spécifique, Lactobacillus rhamnosus, leur comportement face au stress changeait. Elles devenaient moins anxieuses. Et cet effet disparaissait si on coupait le nerf vague. Donc la bactérie agissait via le nerf vague sur le cerveau. Exactement. Et chez l'humain, une étude de 2013 a montré que la consommation de yaourts contenant des probiotiques, pendant quelques semaines, modifiait l'activité de certaines zones cérébrales liées aux émotions et aux sensations corporelles. Le syndrome de l'intestin irritable, le fameux SI, ce serait une illustration de ce lien perturbé entre intestin et cerveau. C'est un excellent exemple, oui. Chez les personnes qui souffrent du SII, on observe que des sensations intestinales normales, comme un léger ballonnement, peuvent être perçues comme très désagréables, voire douloureuses. Et on voit à l'imagerie cérébrale que ces sensations activent de manière excessive des zones liées aux émotions négatives, à l'anxiété. L'intestin crie au cerveau, en quelque sorte. C'est un peu ça. La communication est perturbée. Et on sait qu'il y a un lien très fort entre le SII, mais aussi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, et les troubles anxieux ou dépressifs. C'est souvent un cercle vicieux.
Et dans l'autre sens, le stress de la tête, ça affecte l'intestin? Oh que oui, énormément. Quand on est stressé, le cerveau met le corps en mode combat ou fuite. Et pour ça, il a besoin d'énergie. Du coup, il va la voler aux fonctions jugées moins prioritaires sur le moment, comme la digestion. D'accord. Concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, le cerveau réduit l'afflux sanguin vers l'intestin, il diminue la production de mucus protecteur, il ralentit des contractions digestives. Tout ça, si c'est ponctuel, ce n'est pas grave. Mais si le stress est chronique, Ça fragilise l'intestin. exactement, la paroi intestinale peut devenir plus perméable, laisser passer des substances qui ne devraient pas passer, ça peut créer une inflammation de bas grade, une inflammation silencieuse, et ça modifie aussi l'environnement dans l'intestin, ce qui change l'équilibre des bactéries. Le stress modifie la météo intestinale, en quelque sorte. C'est vraiment un dialogue permanent entre la tête et le ventre. Fascinant, Enders explore aussi le lien entre ce microbiote et notre poids. Quelles sont les idées principales qu'elle avance? Alors, c'est un domaine de recherche très dynamique, avec plusieurs pistes. Une idée, c'est que certaines bactéries seraient plus efficaces que d'autres pour extraire les calories des aliments qu'on ne digère pas complètement. Les pâtes à pouffantes, comme elle les appelle. C'est ça, avec humour. En gros, ces bactéries nous feraient absorber plus de calories à partir de la même quantité de nourriture. Une autre piste, c'est l'inflammation. L'inflammation liée au microbiote. Oui, une inflammation chronique de bas grade, qui peut être causée par un déséquilibre du microbiote ou une alimentation pro-inflammatoire, pourrait perturber le métabolisme et favoriser le stockage des graisses. Et enfin, il y a l'idée que nos bactéries pourraient influencer directement nos hormones de la faim et de la satiété, et donc notre appétit. D'accord, donc plusieurs mécanismes possibles. Et pour le cholestérol, il y a aussi un lien. L'histoire des Maasai est souvent citée. Oui, l'exemple des Maasai est intéressant. C'est un peuple africain dont le régime traditionnel est très riche en graisse animale, et pourtant ils avaient des taux de cholestérol sanguin plutôt bas. Et l'explication serait liée à leur microbiote. Une des hypothèses fortes, c'est leur consommation importante de lait fermenté, un peu comme du kéfir, qui est très riche en certaines bactéries lactiques. On pense que ces bactéries pourraient jouer un rôle dans la régulation du cholestérol. D'ailleurs, des études plus récentes ont montré que certaines souches de probiotiques, comme Lactobacillus reuteri, pouvaient effectivement aider à réduire le taux de mauvais cholestérol, le LDL. C'est prometteur. Mais il faut nuancer, j'imagine. Le cholestérol n'est pas juste mauvais. Ah non, absolument pas. Le cholestérol est essentiel à la vie. Il est indispensable pour fabriquer nos membranes cellulaires, nos hormones stéroïdiennes, comme les hormones sexuelles, le cortisol, la vitamine D. C'est vraiment une question d'équilibre, comme toujours. Avoir un taux trop bas n'est pas bon non plus. D'accord. Alors, si on veut prendre soin de ce jardin intérieur, comment on fait? Parlons d'abord de propreté. Enders nous met en garde contre l'excès d'hygiène, c'est ça? Oui, c'est un point important de son livre. Elle explique qu'on est passé en quelques générations d'une hygiène, disons, raisonnable, à une sorte de phobie des microbes. On a une peur quasi maladive de l'invisible, et on abuse des produits désinfectants, des antibactériens partout. Et c'est un problème. Oui, parce qu'en voulant à tout prix tuer les méchants microbes, on élimine aussi les gentils, ceux qui constituent notre microbiote protecteur, sur la peau comme dans l'intestin. Et cet excès d'hygiène, surtout chez les enfants, pourrait contribuer à l'augmentation des allergies et des maladies auto-immunes, en empêchant notre système immunitaire de s'entraîner correctement. Quelle serait l'approche saine alors selon elle? Une propreté plus sensée, plus écologique, en quelque sorte. Utiliser les grands principes naturels qui limitent la prolifération bactérienne. La dilution, bien laver les fruits et légumes à l'eau courante, aérer les pièces, le séchage, les bactéries détestent le sec, bien sécher les surfaces, les plans de travail, les torchons, la température, respecter la chaîne du froid pour les aliments, laver le linge potentiellement contaminé à 60 degrés Celsius. Et pour le nettoyage de la maison? Utiliser de l'eau et du savon ou un nettoyant simple pour la plupart des surfaces. Réserver les désinfectants puissants aux situations où c'est vraiment nécessaire, par exemple si quelqu'un est malade. L'idée, ce n'est pas de vivre dans un environnement stérile, mais de maintenir un équilibre microbien qui nous soit favorable. La propreté, c'est trouver le juste milieu. D'accord. Un autre sujet clé pour notre microbiote intestinal, les antibiotiques. Ils sont parfois indispensables, mais ils ont des effets collatéraux importants. Oui, c'est le revers de la médaille. Les antibiotiques ont sauvé et sauvent encore des millions de vies, c'est indéniable. Mais le problème, c'est qu'ils sont rarement sélectifs. Ils attaquent la bactérie pathogène qu'on veut éliminer, mais ils détruisent aussi au passage une bonne partie de notre microbiote bénéfique. C'est pour ça qu'on a souvent la diarrhée après avoir pris des antibiotiques. Exactement. C'est l'effet le plus fréquent et le plus visible. Mais l'impact peut être plus profond et plus durable.
L'équilibre du microbiote peut être perturbé pendant des semaines, des mois, voire parfois jusqu'à 2 ans avant de retrouver sa diversité et sa composition initiale. 2 ans? Ouf. Oui, et pendant ce temps, on peut être plus vulnérable à d'autres infections ou voir certains problèmes digestifs s'installer. Sans parler du problème majeur de santé publique qu'est l'antibiorésistance. Plus on utilise antibiotiques, plus on sélectionne des bactéries qu'ils résistent. Donc, à utiliser vraiment quand c'est nécessaire. Pour aider à restaurer ou maintenir cet équilibre fragile, on parle beaucoup des probiotiques. Qu'en dit Julia Enders? Alors, les probiotiques, littéralement pour la vie, ce sont ces micro-organismes vivants, surtout des bactéries lactiques, comme les lactobacilles et les bifidobactéries, ou certaines levures, qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, peuvent avoir des effets bénéfiques sur notre santé. On les trouve où? Dans les yaourts? Oui, dans certains yaourts, dans le kéfir, la choucroute crue, d'autres aliments fermentés, et bien sûr sous forme de compléments alimentaires. Leurs rôles peuvent être multiples. Ils peuvent aider à la digestion, renforcer l'effet barrière de la paroi intestinale, produire des substances utiles et surtout moduler notre système immunitaire. Et est-ce que leur efficacité est prouvée? Dans quel domaine en particulier? L'efficacité est bien établie scientifiquement pour certaines indications précises. Par exemple, pour prévenir ou traiter certaines diarrhées, notamment celles liées à la prise d'antibiotiques ou les gastro-entérites infectieuses chez l'enfant. D'accord. Il y a aussi de plus en plus de preuves de leur intérêt pour renforcer les défenses immunitaires. On attrape moins de rhume ou d'infections hivernales en prenant certains probiotiques. Et puis, il y a des pistes très prometteuses pour les allergies, l'eczéma, le syndrome de l'intestin irritable, même si là, les résultats sont plus variables selon les souches et les personnes. Donc, il n'y a pas un probiotique miracle qui marche pour tout le monde. Non, absolument pas. L'efficacité dépend vraiment de la souche de bactéries ou de levures utilisée, de la dose et de la personne qui les prend. C'est un domaine où il faut souvent un peu tester pour trouver ce qui nous convient le mieux. Et il y a aussi la transplantation fécale, c'est l'approche ultime. Oui, la transplantation de microbiote fécal, c'est une approche beaucoup plus radicale, mais extrêmement efficace dans certaines situations graves, comme les infections récidivantes à Clostridium difficile, une bactérie qui peut être très dangereuse après des traitements antibiotiques lourds. Là, on restaure carrément tout un écosystème sain d'un coup. C'est très prometteur pour d'autres maladies aussi. D'accord. Et en plus des probiotiques, qui sont les bactéries vivantes, il y a les prébiotiques. Là, si j'ai bien compris, c'est la nourriture pour nos bonnes bactéries. C'est exactement ça. Les prébiotiques, avant la vie, ce sont des types de fibres alimentaires spécifiques que nous, on ne peut pas digérer, mais qui servent de nourriture sélective pour nos bactéries bénéfiques résidant dans le côlon, en particulier les bifidobactéries et les lactobacilles. Et on les trouve dans quels aliments? On les trouve naturellement dans pas mal de végétaux. L'ail, l'oignon, le poireau, l'asperge, le topinambour, la racine de chicorée souvent utilisée pour en extraire l'inuline, l'artichaut, la banane, surtout quand elle est un peu verte. Ce sont principalement des fibres comme l'inuline, les phos-fructo-oligosaccharides et les géos galacto-oligosaccharides. Les géos, on les trouve aussi dans le lait maternel, non? Tout à fait. Le lait maternel est naturellement très riche en géos, ce qui montre bien leur importance pour le développement du microbiote du nourrisson. On en ajoute d'ailleurs maintenant dans certaines préparations pour nourrissons. Et quand on commence à manger plus de prébiotiques, il faut y aller doucement, c'est ça? Non ? Pour éviter les désagréments? Bactéries, leur fermentation dans le côlon produit des gaz, hydrogène, méthane, dioxyde de carbone. Donc si on augmente brutalement sa consommation, on peut avoir des ballonnements, des flatulences. C'est généralement temporaire, le temps que le microbiote s'adapte. Mais comme le dit Enders, un petit pet de temps en temps, c'est plutôt bon signe, non? Exactement. Elle dédramatise ça avec humour. Un peu de gaz, ça veut dire que nos bactéries se régalent et qu'elles travaillent bien pour nous. Les bénéfices des prébiotiques sont nombreux. Ils aident à maintenir un microbiote sain et diversifié, ils favorisent la production d'acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Le butyrate. C'est une molécule super importante qui sert de principale source d'énergie pour les cellules de la paroi de notre côlon. Il a aussi des effets anti-inflammatoires. Les prébiotiques améliorent aussi l'absorption de certains minéraux comme le calcium et le magnésium et pourraient jouer un rôle dans la prévention de certaines maladies comme le cancer du côlon. C'est vraiment passionnant. On arrive au terme de cette exploration, et ce qui me marque le plus, c'est vraiment de réaliser à quel point notre intestin est un centre névralgique. Absolument. Pas juste un tube pour faire passer la nourriture, mais un acteur clé pour notre immunité, notre humeur, notre poids, notre santé globale, en grande partie via cet écosystème incroyable qu'est le microbiote. Tout à fait.
Et ce qui est encourageant, c'est qu'on a des leviers d'action concrets. Oui, c'est ça. On n'est pas juste passif. Non. Par notre alimentation, en choisissant des aliments riches en fibres, en prébiotiques, peut-être en utilisant des probiotiques ciblés si nécessaire. Par notre hygiène de vie, en évitant les excès, en gérant notre stress. On peut vraiment influencer positivement cet écosystème intérieur. Prendre soin de son intestin, au fond, c'est une démarche globale pour prendre soin de soi. C'est écouter ce qui se passe à l'intérieur et cultiver son jardin. C'est une belle image, oui. Cultiver son jardin intérieur. Et pour terminer, peut-être une question pour susciter la réflexion. Maintenant qu'on sait que notre microbiote est si unique, presque une carte d'identité, et qu'il influence tant d'aspects de notre être, de notre humeur à notre métabolisme, comment est-ce qu'on pourrait apprendre à mieux le décoder les messages que nous envoie ce deuxième cerveau? Comment cultiver plus consciemment ce jardin intérieur pour optimiser notre bien-être global?